Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de YouTube et moi. L'émission est disponible tous les mercredis à 18 h sur Radioverse et en replay une heure après sur la nuit du dimanche. On commence avec notre grand format habituel et pour démarrer on s'écoute cette bande-annonce. Il y a quelques années, une prise d'otage a éclaté dans des bureaux que tout le monde connaît. Prise d'otage en cours à Paris, au niveau du 45 rue des Petites Écuries. Rue des Petites Écuries, c'est la rue où se trouvait le studio Supreme Gaming. Sous influence par Ludoc, c'est selon moi le documentaire du moment sur YouTube et il m'a profondément marqué. C'est pourquoi aujourd'hui j'avais vraiment envie de vous le partager, d'en parler car vraiment j'ai trouvé ce documentaire incroyable pour plein de raisons que je vais développer. Pour contextualiser, il y a eu une prise d'otage le 12 juin 2018 dans les bureaux de Mixicom. Et Mixicom, c'est tout simplement à l'époque une agence d'influenceurs, une agence où les plus gros youtubeurs sont passés, tels que Squeezie et Cyprien. Le documentaire est alors divisé en 3 épisodes. Dans le 1 et 2, on a la prise d'otage dans son global avec les témoignages des victimes et les équipes d'intervention. Et dans l'épisode 3, on est plus sur le côté de l'après prise d'otage. Premièrement, moi ce que j'ai aimé dans ce documentaire, c'est de ressentir la passion de son réalisateur Ludoc, de voir tout le temps qu'il a passé pour récolter des infos, récolter des témoignages. Il a dit qu'il a travaillé dessus pendant 1 an et juste voir une personne, autant passionnée pour, nous communiquer et nous transmettre des informations sur une prise d'otage qui, au final, avait pas tant fait de bruit. Parce que moi, par exemple, à l'époque, j'étais vraiment, extrêmement jeune et pas trop attirée par, le milieu de YouTube. Mais enfin, c'était quand même quelque chose qui était à son apogée en 2018 et savoir que très peu de monde en avait entendu parler et que même, bon, l'affaire avait été plus ou moins étouffée, bah, j'ai trouvé ça un peu bizarre et du coup, je trouve ça très cool qu'une personne se mette, sur, ce qui s'est passé pour pouvoir nous le raconter, même si c'est des années après, mais juste pour, la connaissance et la curiosité, je trouve ça trop pratique. Sur l'épisode 1, on nous conte vraiment, l'histoire de la prise d'otage parce qu'il y a eu des reconstitutions qui ont été faites avec des acteurs et avec le témoignage, de la BRI, de la police qui était sur place et des victimes. On a donc un mélange entre, du faux qui a été recréé et des témoignages, malheureusement véridiques. Et ben moi j'ai beaucoup aimé ce mélange de on fait un documentaire, mais on sert aussi quand même un peu de la fiction pour qu'on ait plus d'images et qu'on puisse être beaucoup plus dans cette immersion de vraiment comprendre, qu'est-ce qui a pu se passer et de se mettre un peu à la place, des victimes et de pouvoir ressentir un minimum, l'atrocité et le moment horrible, que ça a été. Et je trouve, bah, de faire ce petit mélange, c'est trop bien, que chaque, témoignage est grave bien amené, que tout le monde s'exprime extrêmement bien et que ça reste un documentaire malgré qu'il soit quand même technique et qu'on apprend grave de trucs, bah, en fait, ça reste très accessible et à la fois, c'est très simple à comprendre. Et je trouve que ce premier épisode avec cette première approche pour, vraiment un peu nous exposer les faits et vraiment nous raconter qu'est-ce qui s'est passé en rentrant dans les détails, mais tout en même temps, ça ne surcharge pas d'infos. Je trouve que vraiment le documentaire est très clair. Et pareil dans l'épisode 2, moi ce qui m'a beaucoup interpellée et fait réfléchir, c'est le rôle, des médias dans toute cette affaire et aussi un peu notre, responsabilité à nous parce qu'il y a tous les dangers, des réseaux sociaux ou des médias quand ce genre d'événement a lieu. Parce que, bah, forcément, il y a cette course à l'information et à toujours donner des infos, sauf que, bah, les infos peuvent être transmises à la mauvaise personne et pour ça que donc juste, bah, aussi se faire une responsabilité et un avis là-dessus, je trouve que c'est grave intéressant pour sensibiliser, les gens et leur dire que même si on n'a pas l'impression de faire quelque chose de mauvais, faut quand même, faire attention à ce que nous on peut dire, ce que nous on peut faire parce qu'on a tous une responsabilité à prendre, plus ou moins importante certes, mais qui est quand même là. Ensuite, moi, habituellement, les documentaires, c'est un truc qui va m'ennuyer assez vite et tout et là, bah, en fait, comme il y a beaucoup d'éléments à la fois qui s'enchaînent et qui sont grave construits, qui apportent toujours un plus, enfin, je trouve qu'il y a quasiment aucune info dans le documentaire qui ne sert à rien et tout ce qui nous est transmis, bah, c'est vraiment intéressant donc je trouve qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer et c'est pour ça que j'ai trouvé le documentaire hyper pertinent parce que je trouve qu'il a vraiment un rythme haletant. Et
Bon, moi, tout ce que j'avais envie dès qu'une partie était terminée, c'était de voir l'épisode d'après parce que, beh, juste j'ai été emportée dans l'histoire, évidemment tragique, mais juste pour m'ouvrir une culture sur quelque chose que je n'avais pas du tout, en tête à l'époque où ça a eu lieu, beh, j'ai trouvé ça trop intéressant. Parce que certes, une des critiques que j'ai vues sur le documentaire et que je partage un peu, c'est qu'il y a pas mal de répétitions dans le documentaire qui sont faits, que ce soit un peu des images qui se répètent ou des discours qui vont se répéter. Je trouve aussi que ça peut un peu être un peu barbant dans le documentaire et dans le récit, mais d'un autre côté, je trouve que ça a aussi ce côté très utile pour vraiment, bah, que le documentaire soit encore plus clair que ce qu'il est déjà et puis ce côté de bien répéter, bah, ça permet comme il y a quand même pas mal d'infos, de toujours bien se resituer sur quoi on parle ou de quelle image on vient de traiter, donc je trouve que c'est quand même important ce truc un peu de répétition et même s'il peut être un peu embêtant, bah, au final, je trouve que ça sert quand même le documentaire et que cette répétition est assez importante aussi, bah, pour appuyer, certains propos qui ont à l'être et je trouve qu'on a vraiment un documentaire hyper complet que je salue beaucoup et que j'ai kiffé regarder et je vais remettre un point sur les différentes interviews et témoignages parce que je trouve que tout est utile et c'est trop intéressant aussi parce que bon, je regarde pas trop les documentaires en général, donc je sais pas trop comment un documentaire, peut être fait. Mais là, vraiment d'avoir tous les points de vue, que ce soit les victimes ou après toutes les personnes qui ont intervenu et qui ont pu faire au mieux le jour sur place pour que tout se passe bien. Donc voir tout le côté des policiers, de la BRI, des psychologues sur place qui ont tenté de discuter avec, le preneur d'otages et aussi d'avoir toute la partie où on avait les enregistrements véridiques de la police et avec le négociateur qui a essayé de négocier avec le preneur d'otages. Bah, je trouve que ça fait vraiment un truc hyper intéressant, hyper immersif, même qui fait un peu peur en quelque sorte, parce que bon, on est sur des témoignages qui sont vrais, mais je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment très important et qui sert de fou au documentaire. Et pour revenir un peu au témoignage, ben, je trouve que les témoignages, les interviews et les questions du coup posées aux personnes, soit qui étaient sur place ou soit du coup qui vont analyser ce qui s'est passé, ils ont vraiment les réponses un peu à toutes les questions que suggère ce documentaire et je trouve, bah, d'avoir autant de précision sur quand même des choses, complexes. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ça nous met dans un truc qui est réel. Donc c'est le but d'un documentaire forcément, mais du coup, avec tous les films d'action, les trucs qui existent, on a beaucoup d'idées reçues sur un preneur d'otages et qu'est-ce qui se passe un peu dans sa tête, qu'est-ce qui se passe, pour, des victimes ou pour, des policiers et là, avoir des avis véridiques, sans langue de bois, qui sont vraiment là juste pour, exprimer leurs sentiments, exprimer ce qu'ils ont vécu et vraiment raconter, beh, qu'est-ce qui se passe vraiment dans ce genre de situation. Beh, moi, j'ai trouvé ça trop cool, bah, de mettre aussi un peu tous ces métiers-là en lumière et de rétablir, des vérités importantes et d'ouvrir sur une conscience, beh, vraiment que je trouve enfin, moi qui je pense m'a vraiment éveillée sur ces sujets-là et du coup, bah, qui m'a fait comprendre un peu vraiment ce qui se passait au-delà, de tous les films, d'action qu'on peut avoir l'habitude de voir. Et pour revenir un peu plus en détail sur l'épisode 3, donc c'est vraiment l'épisode qui est le plus long, il dure, 1 heure alors que les autres on est plus sur du 30-40 minutes et c'est un des plus intéressants psychologiquement et un que j'ai trouvé le plus important parce que donc à la fin de l'épisode 2, on sait que le preneur d'otages a été arrêté, mais dans la presse, du coup, on sait pas du tout ce qui s'est passé après, parce que donc la presse en avait quand même parlé un petit peu à l'époque. Mais après l'arrestation, on sait pas du tout qu'est-ce qui s'est passé par rapport au procès, et cetera. Et puis même dans le documentaire, c'est expliqué que les victimes n'avaient jamais eu de retour du preneur d'otages et n'avaient aucune idée de qu'est-ce qu'il devenait aujourd'hui. Et je trouve l'épisode 3 hyper intéressant et important sur ça, pour pouvoir nous expliquer, bah, après avoir tenté de commettre un meurtre, beh, qu'est-ce qui se passe et qui nous arrive. De ce fait, je pense que l'épisode 3 est mon préféré. On comprend alors que le preneur d'otages est atteint de troubles, psychologiques et de maladies psychologiques, donc bah, forcément, dans ce genre de cas, c'est plus ou moins compliqué d'émettre, un avis et un procès sur ça, donc il y a tout un processus
de guérison ou en tout cas de contenir la maladie psychologique et avoir vu, tout ce cheminement de qu'est-ce qui se passe, tous les lieux qui existent en France par rapport à ces personnes qui ont ces pathologies et vraiment de pouvoir juste comprendre la suite. Quand le documentaire sort sur la prise d'otage, il y a toujours cette curiosité de savoir, OK, il s'est passé ça, mais la suite, c'est quand même toujours intéressant de savoir qu'est-ce qu'il y a, derrière et comment, c'est jugé, comment ces cas extrêmes sont traités et je trouve qu'on a une suite réussite parce qu'encore une fois, Ludoc, on voit qu'il s'est investi à fond pour faire des recherches, on a encore plein de nouveaux intervenants qui viennent nous expliquer des termes un peu plus techniques de psychologie sur le cerveau. Il y a aussi beaucoup de termes juridiques qui sont apportés dans cette partie 3 et qui sont aussi, comme toujours, bien expliqués et bien traités. Enfin, comme je dis, ça reste un sujet qui est quand même très complexe et très vaste mais qui est traité de façon à vraiment, en étant concentré sur ce qu'on regarde et sur le documentaire, ça en devient quelque chose qui est très accessible et agréable à regarder en parlant du documentaire et je trouve, c'est quand même des sujets qu'il faut mettre en lumière pour tout ce que ça apporte en termes de connaissances, de compréhension du système français sur certains points, juste aussi, du pourquoi un jour on peut passer à ce genre d'actes, terrifiants et donc certes oui, l'investigation et tout le temps qu'il a mis, dedans, ça peut faire peur à certains, mais je trouve que dans l'ensemble, c'est quand même quelque chose qui est vraiment, marquant et important. Mais de savoir qu'on a quand même tout ça sur YouTube et tout ça sur une plateforme, qui nous met les vidéos gratuitement, c'est super important pour moi de savoir que je peux autant me divertir sur YouTube et autant apprendre des choses hyper techniques. Et je vais conclure ce grand format en disant dans un premier temps un grand bravo à Ludoc. Comme j'ai envie de dire, là, c'est ma claque de ce début d'année. J'espère avoir d'autres claques similaires là sur YouTube dans les prochains mois. Mais je pense que ce sera compliqué d'être à la hauteur. Et même si évidemment il y a des imperfections comme toute production, tout documentaire, c'est vraiment un documentaire qui dans l'ensemble est ultra réussi et que juste pour un peu plus de connaissances, un peu plus de culture, je conseille, et de compréhension, je conseille vraiment à tous ceux qui l'ont pas encore vu d'aller le voir et de se faire son propre avis et j'espère voir, encore plus de contenu, grave intéressant comme ça et franchement, on peut que saluer le temps, l'investigation et la passion qu'il a mis dedans et tout ce côté de communication et de transmission qu'il a mis pour que nous, on puisse avoir, des choses aussi complexes, accessibles depuis notre canapé. Mais j'ai aussi pu constater que l'épisode 3 a été très controversé et a fait pas mal, polémique sur plusieurs points, donc je voulais en y revenir aussi pour y mettre un peu mon avis. Ce qui est reproché, à Ludoc, c'est un peu le côté de vouloir faire, sensation avec son documentaire, en y laissant quelques morales, de côté parce qu'à plusieurs fois, il a essayé de briser le secret médical pour obtenir des informations sur la personne, qui a fait la prise, d'otage et que, il représentait dans son reportage, les maladies psychologiques comme quelque chose, de grave, comme si ce seraient tous, des personnes, entre guillemets «folles» et qui seraient capables de tuer n'importe qui à n'importe quel moment. Sauf que je comprends que ça puisse un peu choquer et quand on est dans le milieu médical, qu'on a forcément, toutes les clés et toute la réalité du milieu en permanence, je comprends que ça peut vraiment être, maladroit et à certains moments mal expliqué. Mais du coup, étant beaucoup plus éloignée de ce milieu, même si j'ai quand même un regard très critique sur, les maladies psychologiques, enfin, j'essaie quand même de m'intéresser un minimum sans jugement parce que j'ai pas mal de personnes qui autour de moi qui veulent travailler dedans ou qui ont plus ou moins un pied là-dedans et moi je trouve que le documentaire, il est vraiment là pour servir sur, un cas général et plus pour expliquer après ce genre d'événement, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui peut arriver dans n'importe quelle, circonstance. C'est évidemment en s'appuyant sur l'affaire, mais pas en pointant directement du doigt la personne qui est concernée et moi, en tout cas, je le prends pas non plus du tout comme un truc qui décrédibilise et qui accuse, de fou les maladies, psychologiques. Je comprends que ça peut être très mal amené et mal expliqué parce que peut-être que le sujet n'est pas représenté avec forcément les bonnes personnes
et dans la profondeur que ça mériterait de l'être. Mais moi, franchement, je trouve qu'il y a pas forcément enfin, moi, je l'ai vraiment pas perçu comme un jugement de maladie psychologique, que je respecte tout ce côté médical, tout le travail qui est fait pour pouvoir soulager et accompagner au quotidien les personnes qui en sont victimes. Et même si le reportage est là pour servir un storytelling, parce qu'il faut forcément, que l'histoire ait un fil rouge, je trouve pas qu'on est là pour moi, je ne le perçois vraiment pas comme une diabolisation, de ce milieu-là et de ces maladies. Et moi, je trouve que, dans un sens, c'est vraiment juste bénéfique pour, avoir plus de connaissances et de culture sur, le sujet. Et que, aussi par rapport aux victimes de l'attaque, en juin 2018, peut-être avoir un peu plus de réponses sur le processus, sur comment ça s'est passé, ça peut être aussi libérateur, pour eux. Donc de ce point de vue-là, si le documentaire peut directement servir les personnes concernées, je trouve que c'est encore plus bénéfique. Donc oui, je suis d'accord pour dire qu'il y a un angle dans le documentaire qui est traité maladroitement, et que certains aspects sont mal dits, mal évoqués, et que ça peut en choquer certains, mais que vraiment je pense que c'est juste de la maladresse, et que vraiment on a une partie 1 et 2 qui sont trop bien, et que la partie 3, malgré ses défauts, est quand même là pour servir un propos qui est vraiment à un but éducatif, et qui est là pour nous apprendre et nous montrer tout ce qui se passe, et que même si ça peut être mal interprété, c'était là pour, servir un bon propos. Et pour le secret médical, il est selon moi pas brisé dans le documentaire, malgré les tentatives de Ludoc, et qu'au final la personne, d'autant plus qu'elle est, anonymisée, son intégrité, la personne qu'elle est reste, respectée, et que, il y a quand même les infos qu'on n'est pas censé avoir, qu'on n'a pas. Et je trouve que de ce point de vue-là, même si ça peut paraître un peu brisé et maladroit sur certains moments, moi je trouve qu'il y a quand même les données les plus sensibles, les plus importantes qu'on n'a pas, et ce qui est juste normal. Et de ce point de vue-là, même si, voilà, encore une fois, je comprends que ça puisse être un peu bizarre et mal interprété, mais je pense qu'il n'y avait pas de but à mettre quelqu'un à mal pour ça, ou en tout cas de dénigrer des professions. Enfin, c'est juste pour, je pense, servir, le documentaire, et avoir, un peu plus d'infos possible pour avoir, un documentaire, le plus complet possible. Les vidéos de la semaine. Ben Never, 50 personnalités nous présentent leur objet. Déjà, ce sont les BD au sens large, parce que je crois que depuis que je suis gamin, encore aujourd'hui, c'est l'objet avec lequel je m'évade le plus. J'ai passé, mais comme énormément de gamins des années 90, des heures et des heures dans les rayons de librairie à lire des bandes dessinées. C'est aussi la période où je commençais à dessiner, donc c'était le moment où je m'intéressais énormément à comment chaque illustrateur, illustratrice mettait en avant ses dessins, son style, etc. Alors, je n'avais jamais vu une vidéo de Ben Never avant. Je le connaissais de nom sur la plateforme, et cette vidéo, elle m'a tellement touchée que je me devais de vous en parler. Tout simplement, il y a 50 célébrités, enfin, la vidéo sera en plusieurs parties, donc là, j'ai dû en voir une quinzaine, dizaine, qui viennent avec un objet et qui racontent, leurs histoires, leur vie, leur enfance à travers l'objet. Et j'ai trouvé ça, en fait, c'est un concept tellement simple, que je trouve ça un peu fou que ça n'ait jamais vu le jour avant sur YouTube. Et en fait, c'était tellement simple et touchant que donc il y a des youtubeurs ou des célébrités, enfin il y a des youtubeurs, des chanteurs, des personnes du monde du cinéma, et juste voir des personnes devant une caméra et raconter avec tellement de nostalgie, tellement de joie, un peu de tristesse, enfin tellement de sentiments qui leur sont propres, et venir un peu à nu comme et venir comme ça à nu pour nous raconter un truc un peu simple, avec des objets qui peuvent être plus ou moins drôles. Et je trouve que je vais encore me répéter, mais c'était vraiment trop touchant de voir, toutes ces personnalités, se prêter au jeu de, voilà mon objet, voilà mon histoire, et d'être, totalement, transparent avec nous. C'est quelque chose un peu l'authenticité, on peut se demander un peu si ça se perd pas un peu, sur YouTube de plus en plus dans certains concepts. Mais là, franchement, c'était là à 100, et j'ai vraiment trop kiffé, et j'ai hâte de voir, les parties suivantes avec les autres personnalités.
Sofiane, l'histoire de Timothée Chalamet, une vidéo dont Sofiane a le secret, ces petites, histoires, du cinéma, on est habitué. Et Timothée Chalamet, c'est un acteur que j'admire moyennement, enfin, j'ai vu quand même pas mal de ses films, mais je suis pas pour autant hyper attachée, à la personne et à l'acteur qu'il est. Mais cette retranscription de Sofiane m'a fait un peu changer d'avis parce que, bah, forcément, on apprend un peu plus, sur sa famille, sur son côté personnel, sur, bah, ses rêves, ses ambitions et découvrir toute cette facette de Timothée Chalamet dont je n'avais pas du tout connaissance, bah, forcément, ça m'a créé une attache, un peu plus importante envers lui et je suivrai, maintenant sa carrière, d'un œil un peu plus aiguisé et je trouve ça, trop beau et trop intéressant que Sofiane s'intéresse vraiment à plein de facettes, du cinéma, que ce soit des grands réalisateurs qui ont 50 ans de carrière ou à des acteurs comme Timothée Chalamet qui sont vraiment encore, vraiment en plein dans sa carrière et qui soient vraiment très jeunes, mais aussi de pouvoir pointer du doigt son parcours qui est quand même extraordinaire à un si jeune âge. Joyka trouve la règle avec Jilcy, Maxime Biaggi, Billy et Mathieu. Tout simplement un de mes concepts préférés de Joyka parce que le jeu est tellement simple et c'est tellement divertissant. Tout simplement, ils sont un petit groupe, 1 ou 2 personnes, partent de la salle, les autres inventent une règle et ceux qui étaient partis doivent essayer de trouver la règle. Et vraiment, c'est un concept qui marche trop parce que déjà, bah, c'est une bande de potes, donc jouer entre potes, c'est trop bien. Puis là, le petit trio qui commence à se former entre Jilcy, Maxime et Joyka sur YouTube, bah, je trouve que ça marche de fou et j'aime vraiment les voir, interagir, ensemble. Et c'est vraiment un concept qui marche parce que, bah, c'est un truc qu'on peut reproduire hyper simplement, chez soi. Moi, j'ai fait un trouve la règle en soirée avec des potes et on a kiffé pendant 2 3 heures parce que, bah, c'est un jeu qui est hyper simple, faut juste inventer des règles et avec les bonnes personnes, bah, tu t'amuses de fou. Je pensais en proposant l'activité, je pensais pas du tout, que le jeu allait durer autant de temps et bah, je trouve que c'est aussi ça qui est trop bien dans YouTube, c'est de voir des concepts qui paraissent simples et qui le sont et c'est aussi trop bien de voir des concepts simples parce que, bah, il y a plein de trucs où je m'inspire et après, nous, voir qu'on peut faire un peu comme eux, évidemment, moins de budget et on se filme pas, mais voir qu'après tout ça, je pense que si moi ça m'inspire, c'est qu'il y a plein d'autres gens qui en sont inspirés et bah, nous donner un peu des clés pour s'amuser entre potes et tout. Je trouve que c'est trop bien de trouver des petits jeux comme ça sur YouTube et de au-delà, regarder des vidéos, pouvoir à notre, image et à notre sauce, les remanier et y participer, bah, je trouve que c'est pour ça aussi que c'est un de mes concepts préférés parce que c'est un concept que je trouve très inspirant dans sa simplicité et dans la façon où ça peut être assez drôle très vite et vraiment, je vous conseille de voir les Trouve la règle et de faire vos propres Trouve la règle, à la maison. Et enfin, notre dernière vidéo de la semaine, Squeezie, le pire duo va en prison, feat. Freddy Gladieux, Raphaël Quenard et Jean-Pascal Zadi. Squeezie n'avait pas fait de vidéo sur YouTube là depuis quelques mois, et comme bon, en termes de divertissement et de création de contenu, je trouve que c'est le plus fort. Enfin, les contenus qu'il propose sont vraiment les plus travaillés et les plus aboutis selon moi, donc ça avait un peu manqué là pendant quelques mois. Et là, bah, il revient avec un de mes concepts préférés, le concept alibi. Donc ça se joue à donc ils sont 4, donc 2 duos et tout simplement tu apprends un alibi avec ton duo où tu rajoutes des choses à savoir et après vous êtes interrogés chacun de votre, côté et faut répondre les mêmes réponses pour, dans le scénario, ne pas finir en prison. Et moi, ce que j'aime dans ce concept, bah, c'est en soi la simplicité aussi qui peut aussi se refaire avec une certaine prépa par soi-même et vraiment, c'est un concept, que je trouve hyper drôle parce qu'à chaque fois les duos, ils matchent, hyper bien ensemble et là, bah, voir que 2 acteurs que j'aime beaucoup, Raphaël Quenard et Jean-Pascal Zadi, sont venus se prêter au jeu et ben, j'ai trouvé ça trop bien aussi. Moi, j'aime bien les crossovers, un peu acteurs et youtubeurs, même si bon, parfois, je trouve que sur certains plans, ça matche pas, mais quand c'est vraiment des concepts un peu jeu et voir que tout le monde, joue au jeu à fond et s'y prête, bah, franchement, moi, je trouve ça trop cool et trop divertissant.
Ma recommandation de la semaine, ce serait Ludoc, ça fait suite à notre grand format du jour et c'était pour vous partager sa chaîne YouTube dans sa globalité, car pour poser un peu plus de contexte, donc de base, Ludoc, il s'est fait assez connaître parce qu'il est il est un des réalisateurs du studio Bagel, un collectif de youtubeurs qui existait sur la plateforme, bah, un peu à l'époque où c'était à la mode, comme Golden Moustache et ce qu'il y avait pas mal, sur l'application YouTube et Ludoc après Studio Bagel, c'est une chaîne dans un premier temps qui parle beaucoup de cinéma et qui donne des techniques de réalisation et un concept qu'il a appelé les bidouilles pour pouvoir réaliser des vidéos ou des films, des courts-métrages avec, quand on n'a pas forcément les moyens de le faire avec, du matériel professionnel et de réussir quand même à avoir un rendu très sympa avec des petites astuces, simples à réaliser et à moindre coût et aussi donc toute une partie sur de l'analyse de films et l'histoire de certaines personnes dans le cinéma. Donc déjà pour moi, la cinéphile, tout ce côté-là, j'ai adoré et un peu à l'image du documentaire dont je vous ai parlé, d'autres productions assez similaires parce qu'il se met souvent dans des assez cocasses et voire un peu folles et il en a retranscrit pas mal en vidéo. Il y a notamment un voyage en Corée du Nord qu'il a fait où il a traqué un pédocriminel, qui lui avait parlé sur Skype car la personne croyait que c'était un enfant et à chaque fois, c'est un résultat que je trouve, exemplaire et extrêmement bien fait, extrêmement bien expliqué et je trouve qu'à chaque fois, on est porté dans ses aventures et dans ce qu'il nous raconte car c'est très bien rythmé. C'est quelque chose que je trouve très plaisant et je ne peux que vous conseiller, si vous avez aimé le documentaire, de suivre le reste de ce qu'il fait car franchement, c'est hyper, pertinent et c'est quelque chose que je retrouve pas vraiment sur, d'autres chaînes, cette, sincérité et vraiment ce besoin, je pense, ou en tout cas cette forme d'amour pour la transmission à autrui. C'est vraiment tout ce que je recherche un peu sur une chaîne et tout ce que j'aime, donc je ne peux, que vous conseiller. Et comme à notre habitude, on se quitte en musique. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode et on se retrouve mercredi prochain à 18h. On se quitte avec McFly et Carlito en featuring avec Biflo et Oli sur la chanson One Life. À très vite. Dispose le son sur la track. McFly et Carlito, Big Flo et Oli. J'suis dans la merde, j'ai rien à faire. Même quand y a du soleil, le temps est orageux. Faut que j'ouvre la fenêtre, j'ai besoin d'air. Je crois que finalement j'ai le droit d'être heureux. Allez, 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 je vais pas laisser le malheur s'installer et passer toutes mes journées à chialer. Allez, 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 la putain de spirale infernale essaie de m'avaler, je m'envole, elle me reverra jamais. Plus facile à dire qu'à faire, je sais. L'amour est dans l'air, faut l'attraper. Impossible, j'étais mal barré. Et pourtant j'ai pu me réparer. Marre de rester bloqué, vivre la vie comme si j'étais qu'un fantôme de moi-même. Je passais à travers les portes et parlais à personne, j'avais pas la méthode, pas l'antidote pour me sauver. La vie nous tient la main, à nous les bras cassés. On n'a pas choisi d'être là, mais on choisit de rester. Ils vont dire que t'es fou, ils vont dire que t'as tort. On n'est pas les plus forts, mais on va jusqu'au bout. Ils vont dire que t'es fou, ils vont dire que t'as tort. On n'est pas les plus forts, mais on va jusqu'au bout. One life, On n'a qu'une vie, one life, une seule vie. one life. Et un jour j'ai compris. Yeah. One life, Mario en a plusieurs, one life, mais c'est juste un menteur. one life. Et un jour j'ai compris. Viens, on arrête d'hésiter pour sortir. Plus tard, on aura tout le temps de dormir. Viens, on prend le premier train au hasard. Tant pis, s'il est plein, on est bien à la gare. Je me suis posé trop de questions inutiles. À stresser, à passer des années immobiles. Regarde l'énergie que je ramène. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec moi-même. Je veux plus la lune, tu sais, la terre, ça me va. Vu qu'on en a qu'une, autant que ce soit celle-là. Dans la main, j'ai la plume pour barrer mes lacunes. Ma fin, c'est le début, comme les pages de manga. Reprendre le volant après un accident. Allez, retomber amoureux après un divorce. Allez, retrouver la chance quand on était perdant. Derrière chaque faiblesse se cachait une force. Ils vont dire que t'es fou, ils vont dire que t'as tort. On n'est pas les plus forts, mais on va jusqu'au bout. Ils vont dire que t'es fou, ils vont dire que t'as tort. On n'est pas les plus forts, mais on va jusqu'au bout. One life, On n'a qu'une vie, one life, une seule vie. one life. Et un jour j'ai compris. Yeah. One life, Mario en a plusieurs, one life, mais c'est juste un menteur. one life.
Je suis le meilleur des candidats. C'était dur de l'admettre. Je pensais que je pouvais pas. C'était juste dans ma tête. Des années la rage au ventre. Chaque jour une nouvelle guerre. J'avance, je tombe, je retente, je remonte. Toujours avec mes frères. One life, j'avais pas le choix. Personne le fera pour moi. Et si on le fait pas maintenant, putain, demain on le regrettera. Big Flo, Oli, McFly, Carlito. Tu es au courant, non? Tu sais comme vous dites là-haut. One life, On a qu'une vie, one life, une seule vie. one life. Yeah. Mario en a plusieurs, mais c'est juste un menteur. Il a fait un rire de bozo.